Voyons tout de suite un exemple. À la figure 3.6 ici, on a un rayon lumineux dont l'angle d'incidence dans l'eau est de 30 degrés. Okay, donc on nous dit θ1 vaut 30 degrés. Quelle est la mesure de l'angle de réfraction de ce rayon lumineux? Ça veut dire, dans le fond, on cherche θ2. Donc, l'inconnu recherché θ2, on connaît θ1. Et là, on va utiliser le tableau 3.3 pour aller chercher les indices. Pour l'eau, on a 1.33 et pour l'air, on a 1. Très important de bien identifier deux milieux. L'indice 1, c'est l'indice du rayon incident, donc c'est l'eau. Donc N1, c'est 1.33 et N2, c'est 1. Parce que le deuxième indice, c'est l'air. C'est-à-dire le deuxième milieu, je veux dire, c'est l'air. Donc bien sûr, on va évoquer la loi de la réfraction. Et là, ce qu'on veut, c'est isoler θ2. Donc, on va isoler d'abord le signe de θ2 dans cette équation-là. Fait que pour ça, on va envoyer N2 à gauche de l'équation. Fait qu'on va le diviser, parce qu'ici, il est multiplié. Donc, on va le diviser, faire l'opération inverse. Ça va donner N1 sin θ1 divisé par N2. Donc, si on fait ce calcul-là, donc 1.33, c'est l'indice du premier milieu, fois sin de 30 degrés, qui est mon angle d'incidence, divisé par l'indice du deuxième milieu, qui est 1. Ça va donner 0.665. Mais ça, c'est pas la réponse. Ça, c'est le sinus de mon angle qui vaut ça. Donc, si je veux trouver l'angle, je dois aller extraire l'arc sinus de cette réponse. Si vous voulez, le sin moins 1. Et c'est là que je vais obtenir ma réponse de 41,7 degrés. Ça veut dire que si ici, j'ai 30 degrés, ici, je vais avoir 41,7 degrés. À l'étape 5, je vais aussi vérifier, je vais appliquer un jugement critique sur ma réponse. Est-ce que ça a du sens comme réponse? Donc, j'ai 30 ici et 41,7 ici. Est-ce que ça marche? Bon, on va se rappeler la règle qu'on a vue ici. L'angle doit toujours être plus petit du côté du milieu qu'un plus grand indice. Lequel du milieu a un plus grand indice? L'eau. L'angle doit donc être plus petit du côté de l'eau. Ici, j'ai 30. Ici, j'ai 41,7. Donc, oui, ça fonctionne. 30 est inférieur à 41,7. Donc, cette vérification-là, ça ne me garantit pas que ma réponse est bonne, mais du moins, c'est bon signe. C'est du moins une réponse qui est logique. Ce qu'on peut observer aussi sur ce schéma-là, c'est que l'observateur, ici, la personne, va avoir une illusion que le poisson se trouve à cet endroit-ci, alors qu'en réalité, il se trouve à cet endroit-ci. Donc ça ici, là, il est tracé, le poisson qui est comme aplati ici, il est tracé en pâle parce que c'est pas la vraie position du poisson, c'est juste la position de l'image du poisson que la personne voit. Puisque dans le fond, vu que le rayon a dévié avant de se rendre à son œil, la personne elle va avoir l'illusion que le rayon en réalité provient de cette direction-là, donc il va penser que le poisson se trouve ici. Parce que notre cerveau va toujours interpréter la lumière comme se propageant en ligne droite. Fait que si le rayon arrive comme ça, on va comme extrapoler puis avec notre cerveau puis penser que donc le rayon provient d'ici puis il est juste voyageant en ligne droite tout le long de cette ligne-là. Mais non, en réalité, il provenait de plus bas et il a dévié. Donc la personne va avoir l'illusion que le poisson se trouve plus haut qu'il ne se trouve en réalité. Et ça, c'est une raison aussi pour laquelle la pêche au harpon, c'est très difficile. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour réussir, puisqu'un néophyte va toujours avoir tendance à viser au mauvais endroit. Autrement dit, un néophyte va avoir tendance à viser ici avec son harpon, alors qu'en réalité, il faudrait qu'il vise plus bas ici. Regardons maintenant ce qui va se produire sur les angles lorsque j'augmente mon angle d'incidence. Là, je suis sur un cas particulier présentement où est-ce que l'œil de l'observateur est directement au-dessus du poisson. Donc, dans ce cas-ci, mon angle d'incidence, c'est 0 degré. En fond, mon rayon incident est direct sur la normale. Fait que j'ai un angle d'incidence de 0 degré. Dans ce cas-là, le rayon va juste aller tout droit, comme on a dit. Fait qu'on va avoir un angle de réfraction de 0 degré aussi. Le rayon fait juste continuer tout droit. Il n'y a pas de réfraction en tant que tel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter progressivement l'angle d'incidence. L'angle du rayon rouge ici. L'angle que ce rayon-là fait avec la normale. Vous voyez? Fait que si je pars de 0 ici et j'augmente un peu l'angle, alors là, on voit que l'angle du rayon réfracté est toujours plus grand que le rayon, que l'angle incident ici parce que
Cet indice-là, ici, l'air, c'est plus faible que l'indice de l'eau. Mais au fur et à mesure que j'augmente l'angle d'incidence, mon angle de réfraction augmente lui aussi, comme vous voyez, toujours en étant supérieur à mon angle d'incidence. Si je continue à augmenter mon angle d'incidence, éventuellement, mon rayon réfracté va venir quasiment raser ma surface et éventuellement, il va complètement disparaître. Et ça, on va voir ça, on va étudier ça dans la 3e section du chapitre. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Pour terminer la section, voyons ce qui se passe quand la lumière traverse un prisme. Lorsqu'on a un faisceau de lumière blanche qui traverse un prisme de verre, comme c'est le cas ici, on a un phénomène de dispersion des couleurs. C'est-à-dire que la lumière blanche va se séparer dans ses différentes composantes, les couleurs pures, si on veut, qui sont les couleurs du spectre visible, les couleurs d'arc-en-ciel, constituées du rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet, comme vous voyez ici. Donc on dit que la lumière se disperse dans ces différentes couleurs. Maintenant, pourquoi ce phénomène-là se produit? C'est simplement parce que les différentes couleurs ne subissent pas exactement le même indice de réfraction dans le verre. Fait que le tableau que vous avez ici, c'est un tableau qui est un peu simplifié, dans le sens que l'indice de réfraction ne dépend pas seulement du milieu, en fait, il dépend aussi de la couleur de la lumière. Autrement dit, le rouge puis le violet vont pas subir le même indice de réfraction dans le verre, ou dans la glace, ou dans le diamant, par exemple. La différence d'indice entre le rouge et le violet, elle est faible, mais elle est suffisante pour permettre d'observer ce phénomène de dispersion, de séparation des couleurs dans un prisme. Donc en fait, l'indice de réfraction de la lumière violette est un peu plus grand que celui de la lumière rouge dans le verre. Donc le violet va être plus dévié que le rouge et c'est ça qui fait en sorte qu'on a une dispersion des couleurs. C'est ce même phénomène qui est à l'origine des arcs-en-ciel. Donc ici, pour avoir un arc-en-ciel, d'abord, il faut que le soleil soit comme dos à vous. Et là, ça c'est la représentation de ce qui se passe dans un prisme, comme on vient de voir sur la photo. Dans une gouttelette d'eau, il se produit le même phénomène de dispersion. Sauf qu'en plus, il y a une réflexion en arrière de la goutte, comme vous voyez, qui va renvoyer la lumière vers les yeux de l'observateur. Donc ici, ça c'est la lumière incidente du soleil. Ensuite, la lumière, elle est dispersée dans la gouttelette et en plus, elle est réfléchie pour revenir vers l'observateur ici. Et ce qui se passe, en fait, ça c'est comme une représentation schématique. Imaginez que chacun de ces cercles-là bleus que vous voyez, ça représente comme une gouttelette d'eau qui est en suspension dans l'air. Et là, ce que vous voyez, c'est que chacune des gouttelettes va provoquer un arc-en-ciel, dans le fond, mais l'œil, dû au fait que la position actuelle de l'œil, il va voir seulement, dans ce cas-ci, le rayon rouge qui est issu de la gouttelette du haut ici. Mais la gouttelette du haut, elle ne produit pas juste du rouge, elle produit toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Sauf que l'œil, de sa position, comme vous voyez, est juste capable de voir le rayon rouge. Par contre, si la personne était là, si son œil était là, il verrait juste le violet, vous comprenez? Ensuite, le deuxième gouttelette, même chose, elle fait l'arc-en-ciel complet, mais dû à sa position qui est un peu plus basse, mais maintenant c'est juste le orange, cette fois-ci, qui va pénétrer dans l'œil de la personne, pour cette gouttelette-là. Fait que ça veut dire, dans le fond, la personne va percevoir la gouttelette du haut rouge, elle va percevoir cette gouttelette-là orange, etc. La troisième, c'est juste le rayon jaune qui pénètre dans son œil, fait que la personne va avoir l'illusion que cette gouttelette-là, elle est jaune. Ensuite, cette gouttelette-là, c'est le rayon vert qui pénètre dans l'œil, donc elle va avoir l'impression que cette gouttelette-là, elle est verte. Même chose ici, on va avoir l'impression que cette gouttelette-là, elle est bleue, que celle-ci, elle est comme bleu foncé indigo, et celle-ci, violette. Mais chacune des gouttelettes font le spectre total de l'arc-en-ciel. Mais c'est juste qu'il y a juste un rayon pour chaque gouttelette qui parvient à entrer dans l'œil. Et donc, la personne a l'illusion que chaque gouttelette a une couleur différente. Et au final, dans le fond, c'est ça qui fait l'effet d'arc-en-ciel. Donc, vous avez chaque gouttelette qui a une couleur différente. Et au final, on a l'arc-en-ciel complet quand la personne regarde l'ensemble des gouttelettes.